Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Julien, merci de participer au podcast Real Insiders. Mais merci à toi de m'avoir reçu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, même si c'est rarement le cas, peux-tu te présenter rapidement et nous présenter Omnia en 2 mots? Je m'appelle Julien Pellegrino, je suis dans l'immobilier depuis bien trop longtemps. J'ai créé Omnia Immobilier il y a maintenant 11 ans. Pourquoi j'ai créé Omnia Immobilier? Parce que j'ai travaillé dans plusieurs structures où j'ai appris pas mal de choses et j'avais très envie de mettre en pratique les idées qui n'étaient pas forcément écoutées tout le temps. Et puis c'est ce que j'ai fait avec la volonté d'ouvrir une agence qui avec des ambitions et la volonté de faire quelque chose d'intéressant. Génial. Ça, on va revenir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, je te suis depuis le début, même si toi, tu le sais pas. Parce que, notamment, déjà, au travers de la rue, je me rappelle l'Omnia au début, avec la banane. Donc, il y avait déjà un côté très marketing au tout début de tes activités. Ça, c'est pour la petite anecdote, que tu saches que j'ai toujours aimé ce que vous faisiez, déjà en termes de marketing. Et on va revenir par la suite. Ce sera une partie importante. Mais si on rembobine, quelles sont les étapes clés de ton parcours qui t'ont amené à créer Omnia, puis à la faire évoluer jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait? Quels sont les parcours clés? Mais je pense qu'en fait, c'est déjà mon origine. C'est-à-dire que avant de commencer à créer Omnia Immobilier, il fallait quand même que je me forme et je suis passé par 3 sociétés. D'accord. Une toute petite structure qui s'appelait JS Immobilier, je crois qu'elle a fermé maintenant, où c'était l'école de la démerde. Oui. Donc, en gros, je suis arrivé, on m'a dit il y a un téléphone, un bureau, bienvenue, faites du chiffre. Voilà. Donc intéressant, j'ai appris effectivement à me débrouiller par moi-même. Donc courtage, hein. Courtage, ouais. Moi, je suis un pur produit courtage. Ok. Ensuite, j'ai été à la Régie du Rhône où j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir la partie un peu courtage le canton de Vaud. Et là, j'ai appris ce que c'était des immeubles de rendement. J'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui s'appelle Christophe Bonvin, qui m'a appris effectivement ce que c'était des immeubles de rendement, les taux de capitalisation, etc., etc. Puis après, je suis parti chez Ritz où j'ai ouvert la partie lausannoise de l'activité. Où là, j'ai appris avec l'intermédiaire de Christie's ce qu'était l'immobilier d'exception, avec une façon de le commercialiser. Et puis la partie promotion avec un Gérald Morand qui un gros développeur à qui j'ai de très bons souvenirs et avec qui j'ai travaillé. Puis finalement, mon parcours m'a amené à avoir une vision globale de l'immobilier. Et puis j'ai eu très envie de faire du développement immobilier. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Oui. Finalement, si entreprendre un projet immobilier, c'est comme une société. Tout à fait. On démarre avec une idée, un projet, on fait un plan financier, puis en fait, on doit faire en sorte que la réalité de la réalisation est pas trop éloignée du plan financier. Oui. Et puis là, j'ai commencé à faire chez Ritz, j'avais eu l'autorisation de pouvoir faire un petit projet. Et puis finalement, c'est ce qui m'a poussé un peu à aller voir ailleurs. Et puis aussi l'envie de mettre en place ma stratégie, envie d'être indépendant, envie de faire quelque chose. Et puis c'est là où l'idée de créer Omnia Immobilier, qui à la base, ça devait pas ça. Enfin, le nom était un long débat pour savoir quel est le nom qui devait être choisi. Ok. Mais en gros, voilà, c'est là où Omnia Immobilier est né. Puis Omnia Immobilier, j'étais avec un associé à l'époque, avec qui on s'est séparés depuis, mais lui m'avait posé une question, c'était de dire ok, tu veux créer une boîte, c'est bien, mais c'est quoi ton objectif? Oui. Et puis c'est vrai que tout de suite je me suis dit il faut que je trouve mon challenge. Et puis mon challenge, ça fait beaucoup de rire les gens, mais à l'époque, c'était de dire je vais être plus gros que Bernard Nico. C'était un peu mon leitmotiv, parce que Bernard Nico était très présent à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, il y a 11 ans en arrière, c'était quand même dans la partie ça reste le GOAT, avec certains. En tout cas, historiquement, il est là depuis des années. Historiquement, sur la partie développement, effectivement. Maintenant,
Voilà, disons qu'il y a pas mal d'autres sociétés qui ont évolué depuis et qui ont pris certaines positions. Et puis voilà, donc depuis le départ, mon leitmotiv, c'est de dire il faut que je sois plus grand que les autres. Et puis c'est comme ça qu'on a créé Omnia Immobilier. Voilà. Et moi, j'ai vraiment l'impression que le côté entrepreneuriat, c'est dans tes gènes. Et du coup, cette question qui est un peu technique, mais aujourd'hui, tu te considères plutôt comme un professionnel de l'immobilier qui a évolué ou comme un entrepreneur dans l'âme qui a identifié l'immobilier comme une opportunité business. Enfin, je te vois plus, même à travers ton parcours, je te vois plus dans cette idée parce que tu m'as dit, je suis rentré par la petite porte, j'ai fait mes griffes, donc t'avais déjà une idée en tête. J'ai fait pas mal d'autres activités en tant qu'entrepreneur. Enfin, j'ai lancé des choses qui n'ont pas forcément toutes fonctionné, mais avant de faire de l'immobilier, voilà. Mais non, je pense que je suis un entrepreneur de l'immobilier. Je pense qu'il y a plein d'activités dans l'immobilier parce qu'en fait, c'est tellement vaste. Oui. Que ce soit sur effectivement du courtage, mais de la gérance, du PPE, du développement, de l'asset management. En fait, il y a l'immobilier, c'est très vaste. Et puis, là-dedans, il y a plein d'activités qui peuvent se développer. Et puis, effectivement, je prends énormément de plaisir. Après, j'ai d'autres activités avec un bureau d'archi d'intérieur, avec un magasin de cuisine. Donc, il y a d'autres activités, mais finalement, elles tournent comme toujours autour de ce monde de l'immobilier. Ça converge toujours, quoi. Exactement. Et puis, donc, je pense que je suis un entrepreneur de l'immobilier. Je prends beaucoup de plaisir à développer des business, développer Omnia Immobilier, faire des projets. Mais effectivement, je reste dans mon secteur de prédilection qui est l'immobilier aujourd'hui. Génial. Et sur ces 10 dernières années, Omnia, alors on l'a tous vu, mais Omnia a grandi. Omnia a vendu la partie gérance, donc tu as pivoté. Peut-être parfois tu as dû pédaler aussi, parce que tous ceux qui disent que c'est une success story de A à Z, je les crois pas. Il faut des erreurs pour réussir. Quelle était la période la plus inconfortable ou la plus dure pour toi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Et finalement, si tu peux, comment tu t'as géré ça humainement, parce que c'est pas toujours facile, soit pour toi, ta famille, tes équipes. C'est une question assez vaste. Je pense pas qu'il y a une période, je pense qu'il y a plusieurs périodes. En 10 ans, quand on fait une croissance comme la nôtre, nous on a commencé, on était 2. Aujourd'hui, on a une petite cinquantaine de collaborateurs. Oui, que sur du courtage et du développement immobilier. D'ailleurs, j'ai vu un post LinkedIn aujourd'hui. Vous engagez encore plus de performeurs. Tu m'en rediras ça à la fin. Et puis en fait, il y a des étapes. C'est-à-dire que quand on a grandi, les premières équipes, parce qu'en fait, c'est bien juste de créer une boîte, mais il faut quand même des gens qui nous rejoignent. Et puis pour que les gens nous rejoignent, il faut que c'est des gens qui croient à l'aventure. Parce qu'en fait, quand c'est des gens qui sont dans des grosses structures, tu viens leur expliquer que tu vas créer une boîte, ça va être fantastique. Demain, tu seras une grande boîte, mais bon, ça suffit pas. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis dans l'immobilier qui croyaient au projet et qui nous ont rejoints. Donc au début, c'était vraiment une société familiale. D'ailleurs, il y avait mon témoin de mariage, il y avait le parrain de mon fils. Donc c'était vraiment très familial. Ça a eu un avantage, c'est qu'en fait, on se battait tous pour la même chose et il y avait pas de hiérarchie. Et c'était une équipe et c'est ce qui nous a permis aussi, entre autres, d'être forts. C'est qu'on avait un objectif commun, c'était de réussir. Mais finalement, cette boîte familiale, à un moment donné, quand on vient grandir, elle est un peu moins familiale. Parce que du coup, j'ai que un témoin de mariage, donc je peux pas engager un deuxième. Le parrain de mon fils, j'ai 3 enfants, mais les autres étaient pas dans l'immobilier, donc en fait, ça a ses limites. Oui. Et là, il y a une étape qui est de dire, OK, on va engager les gens, qui sont pas forcément des proches, des gens que je dois caster, avec évidemment des mauvais castings, comme tout. Bien sûr. Et là, il y a déjà une première étape. Donc là, il y a déjà une première étape qui est mes équipes, je dirais ma garde rapprochée, qui dit, est-ce que vraiment on a envie de grandir? Est-ce qu'on n'est pas très bien ensemble en famille? Est-ce que c'est pas une étape qu'on est obligé de faire? Et là, il y a des premières discussions, mais on la passe assez bien. Ensuite, il y a la volonté de se dire qu'on peut pas être un acteur important de l'immobilier si on fait pas de la gérance et de la PPE. Ça, c'est un vrai point, ouais. Du coup, on l'a très rapidement lancé. On avait essayé de trouver des opportunités à racheter, puis finalement racheter avec des process qui étaient pas les miens, avec des programmes informatiques qui étaient pas du tout à jour. Moi, j'ai connu des sociétés il y a 10 ans en arrière où ils faisaient encore les baux avec la machine à écrire. Donc, et donc ça existe. C'est pas un truc qui est fait. Et c'est toujours été un peu plus poussiéreux que les autres secteurs. En tout cas, à l'époque, moi, quand je suis arrivé aussi, c'était un drame. Il y a des trucs de fou et
Et du coup, je me suis dit, bah, c'est quoi, on a fait du courtage depuis le début, on n'a pas de raison qu'on puisse pas faire de la gérance depuis le début, donc on a été chercher 2 personnes, et puis on s'est dit, on y va. Bah là, c'était, je pense, une première erreur, c'est pas de s'entourer des bonnes personnes à ce moment-là, puisque pas du tout identifier les responsabilités, ce que pouvait représenter le travail d'un gérant et d'un administrateur PPE. Et puis là, fleur au fusil, on fait les premiers rendez-vous. Moi, je me rappelle, je me dis, je peux le citer parce que c'était une belle leçon pour moi. Je me dis, moi, on est Omnia Immobilier, on a peur de personne, donc je me dis, je vais appeler la Vaudoise, je vais aller chercher les immeubles de la Vaudoise pour venir de créer le service. Et en l'occurrence, Olivier Dessauge me reçoit, donc il me dit, bienvenue et tout, et on fait la présentation, mais il me dit, mais vous avez pas de brochure. Et je dis, mais non, j'ai pas de brochure, mais vous avez, je suis là, je vous présente la société, je peux vous raconter tout ce que vous voulez. Et en fait, il avait bugué là-dessus, et à juste titre, parce qu'en gros, c'est quand même même si je suis pas un grand fan de ce côté un peu tradi, mais ça montre qu'il y a une organisation, on a fait une brochure, on a un site, etc. C'est processisé dans ces grosses structures institutionnelles, hein. Il y a qu'à voir les appels d'offres. Exactement. Mais toi, à l'époque, j'étais à des années de ça. Je te parle de ça il y a 7-8 ans. Ouais. Et puis là, il y a une première claque, on se dit, OK, il faut qu'on se structure un peu mieux. Donc là, on commence à se structurer. Finalement, la gérance, on grandit un peu, mais difficile. Pas mon domaine d'activité. En parallèle, on continue à grossir avec nos différentes agences. T'avais la PPE avec la gérance? Bien sûr, ouais. On avait la PPE aussi. En tant que promoteur, on sourçait pas mal de PPE, exact. Puis à un moment donné, on continue de grossir et puis on avance et puis là, pendant, je pense, 2-3 ans, je prends plus de plaisir dans ce que je fais. Je fais juste abattre du travail, grossir, travailler, process. Donc tu commences à pédaler là. Ouais, je commence vraiment à bien pédaler et puis plein de remises en question et puis là ça m'a pris du temps franchement et ça s'est pas fait en quelques mois, ça s'est fait je pense bien une année et demie de réflexion. Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux pas arrêter? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction? C'est dur d'accepter, j'imagine, parce qu'on a aussi dans l'immobilier un certain ego et le fracas aussi. Des fois, c'est des process qui sont peut-être un peu plus longs, mais ça, tu pourras me revenir par la suite. C'est plus long et puis aussi de faire un bilan sur soi-même. C'est-à-dire que être conscient que t'as pas des forces sur tout, être conscient que pendant cette année et demie, j'ai appris sur moi-même en me disant non, je suis pas un bon manager. Oui. Non, je ne suis pas un bon administratif. Par contre, je suis un bon leader. J'ai des idées, j'ai des capacités de travail. Une locomotive. Voilà. Et puis voilà, mais c'est 2 métiers bien différents. Et puis finalement, dans cette année-là, en lisant pas mal de livres ou en écoutant pas mal de podcasts, en regardant ce qui se passait aussi à côté, je me suis dit, en fait, il faut que je revienne sur ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire, c'est pas la gérance, c'est la PPE parce que c'est beaucoup, c'est très useur de temps et c'est pas très rémunérateur. Et de ressources humaines aussi. Les ressources humaines et c'est, voilà. Et puis en fait je veux faire du courtage, je m'éclate dans le courtage et puis c'est ça mon métier de base. Je veux retourner un peu sur le terrain, je veux faire encore plus sur le développement. Puis finalement là à ce moment-là il y a une discussion avec mon associé de l'époque où je lui dis on arrête la gérance, la PPE, je pense que ça sert à rien. Il me dit je suis d'accord. Je dis maintenant on a 2 choix, soit on vient plus petit parce qu'on était un peu trop grand pour être petit et trop petit pour être grand. Et on était sur des, et je dis, alors soit on reset up puis on vient un peu plus petit, 3 agences ultra rentables comme système, soit on grandit. Et il me dit, OK, il me dit, si je te dis, on rapetissait, tu fais quoi? Je dis, je te reset up la boîte à 3 et je m'en vais, parce que finalement, j'ai moins de 40 ans, si ma carrière est déjà finie maintenant par l'intérêt. Ça va. Et il me dit, OK, on grandit. Je dis, feu, alors on grandit. Je dis, par contre, si on grandit, il va falloir qu'on rediscute. On était à 50-50 à l'époque, donc le but, c'est qu'on puisse effectivement avancer. Et puis là, on a eu l'occasion d'aller voir Rilza. Alors Rilza, on a vu Rilza pour vendre effectivement notre partie gérance et PPE parce qu'on c'est cédé ou vendu? Ça, je sais pas trop. On a cédé notre portefeuille contre un montant d'argent. Alors après, t'appelles ça comme tu veux, mais donc on a vendu effectivement notre actif gérance PPE à des spécialistes qui font que ça et puis ils sont armés pour faire ça. Et puis nous on s'est concentré après sur effectivement la gérance sur le courtage et la promotion. Et puis en parallèle de ça, comme je l'ai dit, moi je me suis rendu compte aussi de mes limites en tant que manager. Et puis là, on a eu l'occasion de pouvoir amener dans l'aventure Grégory Marchand qui venait de se séparer chez nos amis de chez Barnes. Oui.
Et puis c'était l'occasion effectivement de pouvoir l'amener dans l'aventure et puis qu'il puisse m'aider à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et puis là je te parle de ça il y a 2 ans et puis ça a été le moment de la séparation avec mon associé et puis là il y a eu une autre vague difficile parce que ça marque le tournant de dire où est-ce qu'on veut aller maintenant. Donc on a resetupé un peu notre image. On a maintenant une image un peu plus premium qu'on a voulu. On a aussi maintenant une croissance qu'on va chercher, etc. Et puis là, le départ avec mon associé et puis ces nouveaux éléments ont fait qu'on a perdu on a eu un gros turnover. Oui. Ce qui n'était quasiment jamais arrivé. On avait des gens qui étaient extrêmement fidèles. Et puis là, les gens, il y en a pas mal qui sont mis à leur compte. Qui se sont dit finalement. Ça c'est une question qui va revenir après, donc on pourra en discuter. Puis il y en a qui sont partis dans d'autres structures, mais pas trop. Fondamentalement, les gens sont plutôt partis à leur compte. Et puis là, on a une période 24 très compliquée, horrible même, parce que on démarre 24 avec une séance, je me rappelle très bien, c'était Royal Savoie, on présente notre nouvelle identité, où on veut aller, etc. Pas très bien reçu, je dois vous dire. Après, t'as plusieurs associés ou là t'es seul maître à Non, maintenant je suis tout seul. Ok. Et donc t'as présenté ça à mes équipes, ouais. À tes équipes, ok. Et puis là, effectivement, c'est un peu la douche froide. Les gens me disent maintenant on en a marre, tes idées, on en a marre de te suivre tout le temps. Là, c'est bon, tu veux pas arrêter. Et puis on a effectivement des gens qui sont partis, qui avaient plus la force aussi. Je pense que c'était aussi ça faisait 9 ans. Je pense qu'ils étaient aussi usés. Oui. Ils avaient vécu toute cette aventure. Ils en avaient un peu marre et ils voulaient plus me suivre dans cette aventure qui nécessite beaucoup d'investissement et de travail. D'énergie, ouais. Et d'énergie. Et puis là, on a 24. On a le chiffre d'affaires qui s'effondre parce que forcément nos effectifs partent, donc compliqué. Le temps qu'on réengage, il faut déjà trouver les bons éléments, relancer tout le monde. Beaucoup d'investissements sur notre marketing pour resetuper la marque. Oui, ça aussi, ça va. Et donc en gros 24, tu te dis soit ça passe, et parce que t'as fait le bon choix, soit ça casse. Mais au moins on aura essayé, puis j'aurais pris beaucoup de plaisir. Et puis 25 a été l'année où tu te dis en fait on a réussi, quoi. Trop bien. Donc je vais rebondir à la question suivante justement. C'est à l'inverse, quel est le moment où tu t'es dit là on tient enfin un truc qui nous ressemble vraiment, le déclic où tu deviens plus cohérent avec ta vision de base. C'est maintenant là. Ouais, c'est je pense maintenant, ouais. Je pense parce que c'est Omnia Assets, sauf avec Laurent Bright, etc. Que j'aime bien d'ailleurs. Le coucou, Mais ouais, non, je pense qu'effectivement 25, alors 26, mais 25, 26, c'est là où je suis mis dans les baskets. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai moins de rôle de manager parce que j'ai des responsables, j'ai des gens qui m'accompagnent, qui m'appuient. On a une société qui maintenant on a d'autres, on met pas mal de process en place pour pouvoir mieux piloter l'entreprise, mieux suivre les équipes. Pouvoir travailler sur des outils. Donc on a beaucoup de strates, moi je fais pas mal de strates. Mais maintenant c'est cool, ouais, parce qu'on a une boîte qui me ressemble vraiment. L'image, je dirais qu'on a quitté la banane pour une image un peu plus on est passé de l'adolescent à l'adulte, et je pense qu'on a un truc un peu plus premium. Mais du coup je retrouve aussi typiquement avec Assets sur les deals un peu plus intéressants où on est en train de faire des trucs vraiment cool avec des gros projets. Sur la partie premium, les premières ventes à plus de 40 millions qui se font, et du coup on est en train de dire en fait on y est en train d'arriver. La vision sur le développement avec des projets d'envergure importante. Donc d'ailleurs, en fait on j'ai est vu tout ça. Je suis désolé mais parce que tu me parles des biens à plus de 40 millions. Ouais. Je sais pas si j'ai rêvé, mais j'ai l'impression que je vous ai vu dans une story avec la famille Kretz dans les Alpes. C'est juste, ouais. Alors ça, c'est encore une autre histoire. C'est une anecdote, mais on en reviendra après si jamais. Mais typiquement, les Crêtes, c'est intéressant. En fait, on a une agence à Verbier. Les Crêtes cherchaient un bien les Crêtes, c'est l'agence sur Netflix. Oui, exact. Ils cherchaient un bien d'exception pour faire effectivement leur série. En l'occurrence, on a été sélectionné. On a fait un tournage avec eux fin d'année passée. Et là, ça devrait gentiment sortir. Et puis ça s'est vendu? Le bien, en l'occurrence, est en cours de vente. C'est pas encore. Non, rien à dire. Voilà. Mais on est dans le luxe, là, on est justement aligné avec ton. Exact. Et la philosophie. Donc ouais, je pense que le gros kiff, 26, ouais, c'est un gros kiff, je pense. Trop bien. Et si tu devais définir ton style de management, justement? Je fais beaucoup confiance aux gens. Peut-être trop, d'ailleurs. C'est ce qui m'a perdu des fois. Alors, j'ai eu quelques trahisons, justement, 24 et début 25 sur des gens qui j'ai donné toute ma confiance et, elle a pas forcément été rendue, mais finalement, voilà, j'accepte de me tromper parce que
à tous les autres à qui je donne ma confiance, je suis récompensé 1000 fois. Donc voilà, ça m'intéresse pas de savoir si mes équipes sont 9 heures au bureau. Ce qui m'intéresse, c'est que mes équipes elles aient la banane et que elles se battent exactement au quotidien. Je préfère, j'ai toujours dit, moi, si les résultats sont pas bons, mais que l'énergie est mise, ça me va. Et ça, c'est voilà. Bon, et puis alors ça, c'est une autre question de vous. Je dit, ça va être génial ce podcast. Mais Mathieu Maillard disait, pour moi, un courtier doit être 200 jours dehors. Donc, s'il est pas au bureau, c'est presque positif. C'est une anecdote, mais dans l'idée, tu dis, c'est pas grave s'ils sont pas ici, tant que ça déroule. Exact. C'est l'énergie qui est mise au travail. Après, je pense à chaque courtier, il y a une méthode. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai à mes équipes quand elles commencent, les jeunes, c'est de dire, allez tourner, voir nos autres courtiers, allez voir les gens qui fonctionnent et les gens qui fonctionnent pas chez nous. Et puis, allez comprendre. Et puis, finalement, vous devez pas faire un copier-coller de la méthode qui fonctionne, vous devez l'adapter à votre personnalité. Et je pense qu'il y a effectivement des courtiers qui sont leur plus grosse force, c'est leur réseau, c'est leur canal d'adresse, et effectivement, ils sont tout le temps dehors, ils trouvent des gens, etc. Moi, je dois avouer que je suis pas comme ça. Alors, je suis quand même un peu dehors, mais pas trop. Par contre, voilà, j'ai peut-être d'autres facultés, d'autres capacités et c'est pour ça que chaque courtier doit trouver son équilibre. Moi, chez nous, il y a des gens qui ont des organisations, des process, des choses qui font qu'ils sont imbattables parce qu'ils ont une telle force sur le travail qui sont vraiment impressionnants. Mais chaque courtier a sa personnalité, a exactement ses skills et qui doit répondre aussi à un client parce que chaque client est différent. Il n'y a pas un client identique pour chaque objet. Donc, on doit s'adapter. C'est pour ça que des fois, un courtier passe mieux qu'un autre. Tout à fait. Et aujourd'hui, si tu veux résumer du coup l'ADN Omnia, en une phrase, vraiment, quel serait votre différenciateur aujourd'hui par rapport aux autres? En une phrase. C'est mieux qu'un mot, mais je pense que l'élément différenciateur par rapport aux autres agences, c'est que on a encore ce côté jeune qui nous permet d'être méga en avance sur toutes les technologies. Et qu'on a une force de travail et un professionnalisme auprès de mes équipes qui est aujourd'hui quasiment imbattable. Ok. Et ça, c'est génial parce que moi, il y a des choses que j'ai identifiées sans que j'ai jamais discuté avec toi. On bosse pas du tout ensemble, mais j'ai toujours identifié, donc on va y revenir. C'est la place du marketing. Parce que par exemple, aujourd'hui, je crois que vous êtes 3 ou 4, voire 5. Je trouve qu'en termes de vidéos, même la sélection des musiques, c'est toujours très fin, très bien utilisé. Plein de fois, j'ai dit à des gens, enfin, à des clients ou autres, les gars, allez sur TikTok, c'est le futur. Vous étiez dans les premiers à être sur TikTok, à taper des milliers de vues aussi. J'ai vraiment l'impression que chez vous, le marketing est au centre. Vous êtes 4 ou 5, alors d'autres agences avec 200, 300 courtiers, des fois, ils ont même pas le département à l'interne. Des fois, ils sont 1 ou 2 et tout en sous-traitance, enfin, peu importe. Toi, j'ai l'impression que c'est dans le cœur du réacteur. Ouais, c'est dans le cœur du réacteur. Depuis le départ, parce qu'au départ, c'est moi qui faisais le marketing. Donc, je faisais la nuit, je faisais des images, les fameuses images de cornichons, de plein de trucs qu'on a fait un peu marrantes sur les affiches. T'as un côté créatif, en réalité. Les premières, c'était mes nuits d'insomnie où je sortais des images qui finissaient sur les GA à Lausanne et ailleurs. Et puis après, assez vite, effectivement, on a engagé une responsable marketing qui est toujours avec nous d'ailleurs, Leïla. Puis après, là, maintenant, on a une équipe, effectivement, qui sont 4 ou 5, avec chacun leurs spécialités. Pourquoi on l'a fait? Parce que, ça me fait kiffer. Je crois que ça, c'est quand même un des éléments. Et comme j'aime faire ce que j'ai envie de faire, donc, du coup, le marketing me passionne. Du coup, on a souvent eu des gens autour de moi qui ont pu vraiment faire des choses cool. Oui. Et c'est vrai que pas depuis le départ, mais assez rapidement, on a des gens qui nous ont contactés pour qu'on puisse gérer leur marketing. Donc on a eu des gens dans le financement, mais on a eu des fitness, on a eu plein de boîtes qui sont venues nous dire, est-ce qu'on pourrait pas utiliser votre marketing? On aime bien ce que vous faites. Alors au début, on a commencé à le faire. Après, c'était quand même un peu compliqué parce que à un moment donné, c'est un métier. Voilà, c'est un autre métier. C'est la gérance. Hein. Voilà. Puis au début, on faisait pour aider, puis pour finir, en fait, ça allait pas. Puis finalement, c'était pas terrible. Et puis en fait, l'autre élément aussi, c'est que un des éléments qui a été le déclencheur pour tout internaliser, c'est qu'on faisait pas mal d'appels d'offres, on en fait toujours d'ailleurs, pour les développeurs. À ces appels d'offres, souvent, on a une agence de com qui vient en renfort pour faire la présentation et un film ou des images ou un concept, etc.
Et puis on aimait bien effectivement travailler avec une agence, en l'occurrence que je peux citer parce que c'est une très bonne agence et c'est un des meilleurs créas que j'ai vu qui s'appelle But First. Ah oui, je connais. Ils sont très bien en l'occurrence. Ouais. Et puis on avait fait pas mal de choses ensemble. D'ailleurs tout ce qu'on a fait ensemble on l'a gagné. Et puis un jour, on reçoit un appel d'offres, puis je l'appelle, puis il me dit j'ai déjà une autre agence qui m'a appelé. Et puis là je me suis dit merde. Déclic. En fait je me suis dit merde parce que je comprends lui. C'est pas un reproche. C'est juste que si effectivement tout ce qu'on a fait pendant 4 ans ensemble, finalement, même s'il a apporté des choses, nous aussi on a apporté des choses. Donc si quelqu'un est capable de dire je te prends toi, puis finalement il bénéficie de tout ce qu'on a pu mettre en place, j'ai un risque. Ouais. Et ce risque je peux pas le prendre. Et du coup à ce moment-là on a dit stop. On internalise tout. Oui. Tout est chez nous. Alors oui c'est un service qui coûte cher. C'est un gros charge salariale. Par contre, après, on l'a fait évoluer parce que maintenant, effectivement, le vidéo, alors on n'a pas été les premiers à faire les vidéos, mais par contre, on a été les premiers à mettre un vrai professionnel de la vidéo. Donc, on a un gars qui fait que ça, qui a une formation et qui a un salaire conséquent pour ça. Deram l'avait fait aussi parce que j'étais responsable à l'époque, mais dans la même idée, j'avais engagé exprès quelqu'un qui il y a 8-9 ans. Ouais. Et je suis content que tu l'aies aussi identifié parce que c'est important. Les gens t'es plus réactifs aussi. Exact. Et puis c'est moins coûteux si t'as la bon profil. Parce que c'est pas toujours évident, de trouver les bons profils. L'immobilier, c'est chiant au bout d'un moment cas de mur, c'est pas Nike ou Adidas. Ouais. Après, il y a la limite, parce que c'est vrai que une personne, c'est bien, mais on a 10 agences, on est présent toute la Suisse romande. Donc, en fait, s'il doit aller le matin à Genève, et puis l'après-midi à Martigny, donc, en fait, on a dû quand même, après le début, il a fait pas mal de choses. Après, on l'a limité, qu'il y a une catégorie de biens. On a équipé les courtiers de stabilisateurs, puis on a mis quelqu'un qui fait du montage. Parce que je me refuse pour l'instant à bosser avec ces intelligences artificielles qui, avec 3 photos, font une vidéo parce que je trouve que c'est vraiment pas très qualitatif. Après, c'est mon avis, mais. Ouais, bien sûr. Mais je préfère qu'on ait quelqu'un qui fasse du montage et puis qu'on ait des choses qui sont un peu plus quali. Et voilà, typiquement du web, les images de synthèse. En fait, on a tout en interne aujourd'hui. Ouais. Alors maintenant, c'est intéressant parce que au début, on avait tout ce service, puis on utilisait pour nous, mais c'est pas très rentable. Puis maintenant, on le propose à nos services de promoteurs. Donc, en fait, maintenant, on a des promoteurs qui nous disent, tu sais quoi, je prends le package, tu me fais les images, le site, le machin, le truc. Et puis, en fait, ça marche très bien. Ils sont très contents. C'est quali. Au moins, on perd pas trop de temps avec une agence. On leur expliquer 3 fois comment ça va se passer. C'est générateur de chiffre d'affaires pour vous. C'est générateur de chiffres. Alors, on gagne pas d'argent, mais on en perd moins avec le marketing. Mais par contre, on est aussi beaucoup plus réactif. Là, on a un projet, on doit refaire 2 vidéos. En fait, je sais que dans les 2 jours, elles sont faites. J'ai pas besoin de me dire, alors attends, faut que je regarde le budget. On les fait, on avance. Ça déroule. Exact. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ok. Et selon toi, quel est l'élément le plus sous-estimé par les agents, justement, de courtage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, quand tu fais une photographie de ce qui se passe aujourd'hui, il y a des choses qui sont un peu sous-estimées? La data. Ouais, ça, pour le coup, je donne des cours aux vides demain sur les outils digitaux. Il y a 30 pour le certificat en courtage immobilier. Donc, il y a 30 nouveaux élèves. Mais mon premier slide avec l'IA, c'est le CRM. Mais moi, je trouve que c'est une folie. Folie. Pour moi, la plus grande richesse d'une entreprise, et quelle qu'elle soit, pas forcément dans l'immobilier, c'est la data. Pour moi, j'aime bien, je suis un peu un geek de ça. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien ça. Mais la data. Tu dois bien aimer les Popetti, les Real Force, les Vust, toutes ces nouvelles startups. On en a pas mal. On a développé aussi des choses à l'interne parce qu'on a Omniatech à l'interne. Donc, on fait différentes choses avec Omniatech, mais une des activités, c'est effectivement de pouvoir créer des produits. Donc là, on a créé typiquement un produit avec une IA qui, alors je peux pas tout dévoiler, mais en gros, le système il est simple, c'est que nos équipes viennent, rentrent le numéro du bien, le numéro de référence du bien qu'on a. Et puis en gros, avec tout un algorithme, l'IA va recommander si effectivement le bien est bien positionné dans le marché, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et en fait toute cette analyse là, c'est un outil alors uniquement interne, mais qui permet aux équipes de leur amener une force en plus pour aller voir le propriétaire, mais aussi pour eux se challenger. Et voilà, pour moi ça a toujours été la technologie au service de l'humain. Et ça c'est typiquement des trucs qu'on a codés à l'interne, qu'on travaille. Et puis là, on sort là, il est sorti aujourd'hui ou hier, un estimateur d'immeubles. Voilà, ça c'est typiquement un truc qui a été codé complètement à l'interne avec nos équipes assets, etc. On a un truc qui est vraiment customisé parfaitement et qui répond à nos besoins du coup. Ouais. T'es très homemade. Ça, pour le coup, j'aime bien parce que je trouve que c'est assez pertinent. Pourrais-tu donner
Voilà. Alors parce que dans mes auditeurs, il y a de tout, mais il peut aussi y avoir des promoteurs, des curieux, des jeunes, des confrères, etc., etc. Tout le milieu est des curieux. Mais est-ce que tu pourrais donner une méthode ou un tips de prospection plutôt efficace pour un jeune qui voudrait se lancer, par exemple, sans tout dévoiler? Ou alors tu me dis non, il y a pas de souci, quoi. Non, bah oui, mais de nouveau, ça dépend du courtier, ça dépend de sa personnalité. En fait, je devrais le rencontrer pour comprendre qui il est, pour lui dire, en fait, toi, ta mission, c'est ça. Moi, ma grosse force, c'était le téléphone. C'est-à-dire que j'avais une capacité à prendre un nombre de rendez-vous par téléphone, un nombre de mandats au-dessus de la moyenne. Mais par contre, j'étais socialement inadapté. C'est-à-dire que tu me mettais dans un café ou un bistrot, j'étais pas terrible, quoi. On se ressemble un peu pour ça. Mais par contre, il y a des gens, au téléphone nul. Par contre, tu les mets dans un café, très, très fort. Donc, il y a pas une méthode qui fonctionne. Et d'ailleurs, je pense que le seul conseil que je peux donner, peut-être, c'est surtout ne fais pas une méthode. C'est la multiplication des canaux qui permet de pouvoir avoir un résultat. Parce un écosystème bien ficelé. Un jour, c'est ton boitage, un jour c'est ta recommandation, un jour c'est ton prospect, téléphone, les réseaux sociaux, ton SEO. Voilà. En fait, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup d'énergie, et c'est aussi pour ça que je crois que les indépendants auront de plus en plus de peine face aux structures, parce que finalement on peut plus être sur un seul segment, on doit être sur plusieurs. Et d'ailleurs, nous on le voit, on est en train d'engager quelques indépendants qui sont en train de revenir parce qu'ils ont essayé pendant quelques années. Ils ont fait leur travail, mais finalement, ils se rendent compte que face à une marque, au marketing, toi, typiquement, on parlait des vidéos avant. Bah, c'est ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, mais tu vois, moi, les gars, ils viennent, ils me disent, OK, tu nous proposes quoi? Et puis, je vous propose un mandat. Puis, moi, je suis quelqu'un de professionnel. Oui, t'as pris ta vidéo, t'as fait un mini-site sur ton bien, t'as une brochure, tu peux personnaliser. Puis, en fait, assez vite, ça devient plus compliqué. C'est des investissements plus grands pour ces indépendants. Et voilà, c'est plus dur, quoi. Merci de faire ce retour, parce que c'est exactement la question qui allait suivre. Je vais rebondir, mais quel est ton regard sur le marché justement actuel du courtage immobilier? Parce qu'on voit de plus en plus de petites structures apparaître et fragmenter l'offre. J'en vois aussi également, et c'est j'ai le même constat que toi, et j'irai même plus loin, j'ai l'impression que c'est les gens de notre âge, en 30 et 40, qui étaient dans les grosses structures, qui étaient très bons, qui se sont dit, et pour certains ça fonctionne. Bien sûr. Pour certains ça fonctionne, on va pas se cacher, et pour d'autres c'est peut-être un peu plus compliqué, mais qui se sont dit, voilà, on se lance. Et moi, je le constate que ça fragmente l'offre, parce que avant, à l'époque, tu peux participer à des appels d'offres où c'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus le cas, ou en tout cas, on donne sa chance et que ça fragmente un peu plus l'offre. Est-ce que, voilà, quel est ton constat par rapport au marché actuel du courtage immobilier? Je pense que chaque génération de courtiers, parce que quand moi j'ai commencé, il y a eu, je parlais de Durham avant. Il y avait eu à un moment donné Durham, il y avait toute une vague de courtiers qui étaient partis, qui sont mis à leur compte, avec certains plus de succès que d'autres, mais la réalité c'est qu'ils sont quand même mis à leur compte. C'était tous des très bons courtiers. Nous on a aussi cette génération-là. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont évolué dans différentes structures, puis qu'à un moment donné se disent, finalement, pourquoi pas moi? J'essaye. Et ils ont bien raison, et je les encourage à le faire. Et bien sûr qu'il y en a qui réussiront, et encore heureux. Et il y a des gens très bons, il y a des gens qui ont ce côté entrepreneur. Finalement, de réussir, c'est pas... Qui ont déjà le réseau. C'est pas beaucoup de courtiers qui viennent déjà de famille. Mais bien sûr, mais il y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi, pour réussir une mission entrepreneuriale, il faut de la résilience. Et c'est-à-dire que ces gens-là, ils vont devoir se retrouver tout seuls dans un bureau face à leur miroir, et puis se dire, allez, j'y vais, se prendre 3 râteaux, perdre 2 mandats, une vente qui saute, se retrouver en difficulté financière parce que le compte descend. Et avoir la force de dire, je vais y arriver, j'ai confiance en moi. Donc c'est pas que une question de réseau. D'ailleurs, il y a des très bons courtiers en agence qui sont plantés et puis il y a des gens à l'inverse qui étaient pas bons en agence puis qui arrivent à faire des choses. Donc il y a pas un modèle, mais par contre, c'est sûr que il va falloir bosser, il va falloir avoir la résilience, il va falloir s'encourager chaque matin, pas avoir peur de l'échec, rebondir après ses défaites, et c'est le meilleur moyen pour arriver à une réussite. Maintenant, aujourd'hui, alors peut-être que je suis pas on va dire pessimiste par rapport aux appels d'offres. Moi, il y a différentes choses. Les appels d'offres pour vendre 100 appartements, la réalité, c'est qu'il y a 5 agences qui sont régulièrement appelées. C'est clair. Il y en aura peut-être une 6e de temps en temps, mais en gros, il y a 5 agences, parce que le setup pour répondre à ce genre d'appel d'offres, il faut être armé. Voilà. Et donc ça. Maintenant, non, je pense que d'avoir des structures un peu plus petites qui récupèrent des promotions, c'est évidemment possible, et encore heureux. Et puis en fait, il y a des gens qui font très bien leur travail, et puis ils méritent d'avoir des commercialisations. Et puis
on oublie souvent que c'est comme un métier d'humain. Donc, en fait, il y a aussi des relations entre promoteurs courtiers, entre propriétaires d'immeubles courtiers, etc. Donc non, je pense qu'il y a des gens qui vont réussir. Puis après, il y a des gens qui vont effectivement faire le chemin inverse. Et c'est normal. Et c'est pas un échec. Ils ont réessayé. Ils auront donné les moyens pour y arriver. Ils ont appris. Et ils ont appris. Et puis finalement, ils reviennent. Là, j'ai un de mes gars dans mon équipe qui était à son compte pendant longtemps, qui finalement en avait marre parce que finalement, être à son compte, c'est pas que du courtage. C'est de l'administratif, c'est du marketing, et c'est ce qu'il me disait. Il dit, problème juridique aussi, de temps en temps. Il me dit, moi, de devoir mettre à jour mes réseaux sociaux parce que faut le faire, gérer la facture qui vient, mon gars qui tombe malade, aller chercher une affaire parce que j'ai pas l'affaire, je peux pas. Bah, au final, il en a eu marre. Il a arrêté, il est venu chez moi, il me dit, j'ai fait le meilleur choix de ma vie, il a la banane. Et moi, j'ai fait le meilleur choix de ma vie en engageant parce que j'ai aussi la banane. Donc, en fait, voilà. En plus, il est armé, plus armé qu'avant. En plus, il est armé, mais exact. Moi, j'aime bien ce genre de profil parce qu'effectivement, ils ont vécu des choses et puis, ils peuvent nous apporter beaucoup. Mais voilà, c'est pas un échec et je pense je peux que encourager les gens qui ont envie de le faire. Il faut pas qu'ils sous-estiment le travail. Maintenant, si aujourd'hui on leur donnait le vrai visage du travail qui les attendait, personne le ferait parce qu'en fait c'est débile. Mais voilà, la naïveté permet aux entrepreneurs de créer des sociétés. Par contre, je leur souhaite plein succès et puis qu'ils réussissent, quoi. Parce que ça, c'est un point, je trouve qu'il y a un basculement, mais que depuis maintenant. C'est que dans le regard que j'ai du marché actuel du courtage, avant, l'immobilier, c'était poussiéreux. Aujourd'hui, grâce ou à cause des réseaux sociaux, peu importe, c'est très à la mode. Tout le monde. Moi, je trouve que par exemple, il y a un réseau EHL où tu as beaucoup de courtiers qui sont de cette filière, etc., etc. Et c'est des gens qui ont aucun certificat et qui fonctionnent parce que peut-être qu'ils ont d'autres codes, ils ont notre réseau. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que l'immobilier est très à la mode. Et j'avais sorti un article d'ailleurs sur Real Insiders où en 2025 ou 2024, il n'y avait jamais eu autant de sociétés immobilières qui avaient été créées, notamment aussi dans le milieu du courtage. Et c'est pour ça cette question, je disais que ça a augmenté l'offre. Est-ce que toi, tu ressens qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, voire trop, et que les gens, ils se rendent pas compte qu'ils vont vite se casser les dents face à ce qui leur arrive s'ils sont pas formés ou s'ils ont pas commencé par une école de vie comme serait Omnia, par exemple? Non, c'est clair que la recommandation, c'est que de démarrer par une structure qui leur donne des codes, qui leur explique comment on va fonctionner, etc. Je pense que c'est toujours bien. Je pense que moi, mon parcours avec des grosses structures derrière m'a quand même aidé dans ma formation personnelle. Bien sûr. Et voilà, pour pouvoir me lancer. Donc, je pense que la personne qui se lance sans aucune expérience, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Okay. Mais bon, il y a des belles histoires. Hein. Il y a des gens qui ont créé des grosses boîtes aujourd'hui et qui sont partis. Il va comprendre qui c'est, mais on se libre sur un canapé. Mais par contre, qui ont vraiment travaillé. Et c'est les acharnés du travail. Et puis voilà, donc c'est pas impossible, mais c'est clair que ça se rend la tâche plus compliquée. Mais voilà, après, je pense qu'effectivement passer par une école quelle qu'elle soit, qui permet de pouvoir apprendre les codes, pouvoir se former, comprendre, aussi voir ce qui est fait pour nous, ce qui n'est pas fait, ça permet de pouvoir prendre le bon chemin derrière. Maintenant, est-ce que ça a fragmenté l'offre? Je pense que la réalité, c'est qu'on est les nombres d'agences, on pourrait mettre un graphe pour voir si ça correspond au taux hypothécaire. Ouais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la baisse des courtiers, c'était effectivement quand on a eu une période qui était un peu plus compliquée, parce que les taux hypothécaires sont montés, donc là, ça a freiné pas mal de structures, il y en a qui ont fermé, il y en a qui étaient à 2 doigts de fermer, puis maintenant, on est de nouveau dans un marché qui est un peu porteur, avec des taux qui sont annoncés bas sur le court, moyen, long terme. Et puis là, on a de nouveau des courtiers qui se disent c'est peut-être le bon moment de se lancer, c'est peut-être maintenant. Donc je pense que si on fait une courbe entre les créations de sociétés de courtage et le taux hypothécaire de référence, c'est corrélé. C'est peut-être corrélé. Ok, très intéressant. Je demanderai à nos amis de pucer ça, ce qu'ils en pensent. Si tu pouvais parler au Julien de 2010 et à celui de 2040, tu lui dirais quoi? On commence par 2010. Sur celui de 2010, il y a 15 ans en arrière, qu'est-ce que je me serais raconté? Je change rien. Je pense que j'aurais juste dit vas-y, va jusqu'au bout de ce que tes idées. Je pense que un pied après l'autre, quoi. Ouais, un pied après l'autre. Réfléchis pas trop. Je suis quelqu'un qui réfléchit, qui est un peu tête baissée. Je suis un bon taureau, donc je vais à fond. Puis généralement, une fois que je suis dans le mur, je regarde ce qui peut-être pu faire différemment, mais c'est mon tempérament qui est comme ça. Mais non, les erreurs que j'ai faites ou les échecs que j'ai eus, pour moi, ils m'ont construit mon parcours et la personne que je suis aujourd'hui. Donc non, je change rien.
Ok. 2040, donc c'est quand même dans quelques années. Ouais, on pourrait même dire 2050. C'est pas si loin 2040. Hein. Ouais, comme même. tu veux. Je pense que j'espère que j'aurais su arrêter au bon moment. Ok. T'as pas l'ambition de finir à 80 ans de faire du courtage? Non. J'ai l'ambition que Comnia atteigne les objectifs qu'on s'est mis, qui va prendre, je pense, encore 2-3 ans. Puis ensuite, j'ai toute la partie développement qui doit encore grandir. Et puis après, il y aura peut-être un petit regard, un petit regard de l'autre côté de la frontière, voir si on peut pas aller s'amuser un peu. Ah oui. Ouais. Donc il y a encore quelques étapes à passer. Rusty-Graben ou de l'autre côté France? Non, alors celle de la frontière de Rusty-Graben, pour l'instant, elle me paraît plus insurmontable que celle de l'Europe. Ok. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas là, maintenant, à l'instant T, je vois plutôt ça. Et donc voilà, il y aura sûrement un essai. En tout cas, on verra. Mais il y a encore quelques projets qu'on doit amener à terme. Mais mon objectif, effectivement, c'est de pouvoir faire grandir des gens autour de moi et puis que ces gens-là puissent prendre le relais, un peu le flambeau. Le fait d'être un bon leader, mais pas un bon manager, un bon leader, c'est aussi difficile parce que tu dois avoir une énergie en permanence, tu dois te renouveler en permanence. Et donc du coup, voilà. Mais je suis très content et l'équipe qu'on a autour, elle est fantastique, quoi. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Trop bien. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite se lancer? C'est l'avant-dernière question. Qui réfléchisse pas trop. Ok. Parce qu'en fait, plus il va réfléchir, plus il va pas le faire. C'est un peu comme le saut à l'élastique, quoi. Tu commences à trop réfléchir sur ton pont, tu sautes pas. Et puis construire le parachute en tombant, quoi. En fait, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme de la promotion. C'est pour ça que j'aime beaucoup la promotion. T'as ton plan financier au départ, puis après tu te bats. Parce qu'en fait, t'avais pas prévu ça, parce qu'en fait, le règlement interprété est différent, parce que t'as pas... Et en fait, tu dois en permanence trouver des solutions. T'as un problème, tu trouves une solution. L'important, c'est de trouver la solution. Rencontrer un problème, c'est normal. À partir du moment où t'as compris que le problème était quelque chose de tout à fait normal. Il faut pas que la tension elle monte à son 70 à cause de ça. Exact. Le problème, il est normal. Si t'as pas de problème, c'est là qu'il faut s'inquiéter, je pense. Donc, en fait, le problème est normal. Il faut juste prendre le temps, réfléchir, identifier la solution et l'appliquer. Et puis, plus il y a de l'expérience, plus tu trouveras facilement la solution, plus tu pourras anticiper peut-être un tout petit peu les problèmes. Mais les jeunes, moi, je dirais, vas-y, fonce. Pose-toi pas trop de questions, écoute pas ton entourage. Souvent, écoute pas ton entourage. En tout cas, écoute pas ceux qui vont te prédire tous les malheurs du monde. Toi, t'as lu Père riche, Père pauvre ou pas? Père riche, Père pauvre. Ouais. Pourquoi Parce que c'est exactement c'est un livre de Robert Kiyosaki où il dit justement que, entre guillemets, la classe moyenne, on vit sur les peurs et donc, avoir de l'argent, c'est de la stabilité, alors que versus un entrepreneur, c'est plutôt, bon, on va pas pour l'argent, on va pour créer de la valeur. Et je me suis demandé si t'avais... Non, moi, c'est exactement la phrase. Pour moi, je pense que moi, je vis pour kiffer. Voilà. Donc moi, mon seul objectif, c'est le matin d'arriver et de me dire, waouh, quelle chance, je vais faire un truc de fou aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime les projets, c'est pour ça que j'aime développer des choses, parce que chaque fois, ça se passe pas toujours bien, mais c'est pas grave, mais c'est chaque fois une nouvelle aventure. Génial. C'est aussi les aventures humaines et au sein des équipes qu'on a, ou quand je vois des gens évoluer, atteindre les objectifs, se battre, pour moi, c'est un kiff au quotidien, génial. quoi. Trop bien. Pour ça, on se ressemble beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes sur le côté entrepreneuriat. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Ou que personne t'a jamais posé, tu t'es dit, mais pourquoi personne m'a jamais posé cette question? Je sais pas. J'ai une très bonne question. Je sais pas quoi te répondre sur celle-là. Je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais pas dans l'immobilier? Très bonne question. Alors, je sais pas si je peux y répondre parce que j'y ai pas vraiment réfléchi. Bon, moi, j'ai un côté très créa, donc j'aurais peut-être fini dans une agence de com ou comme architecte. Parce que finalement, l'immobilier, j'étais pas destiné à ça. Je suis tombé dedans et puis finalement, je suis pas vraiment sorti, mais j'aurais très bien pu finir complètement ailleurs. J'aurais pu finir dans une banque, parce que c'était une question à un moment donné. Bon, créa, c'est chiant d'être dans une banque. Ouais, je serais peut-être arrêté, ou peut-être je serais rentré dans le rang. Et puis finalement, je serais resté dans un système très respecter les codes. Alors bon, je suis pas sûr que je respecte tout le temps les codes, mais sûr non plus. mais finalement oui, j'avais une possibilité de partir dans une structure qui était très finance, mais très carré, où il y avait pas le moindre écart possible. Pour finir, je l'ai pas pris, je sais pas vraiment pourquoi, mais finalement cette décision m'a amené dans l'immobilier, mais j'aurais peut-être fait autre chose, tu vois. Ok. Le destin. Exact.
Génial, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'y avoir participé, puis on fera le point dans 5-10 ans pour voir si tu as atteint tes objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.